Celui qui contrôle l'argent contrôle les hommes. Celui qui contrôle les hommes contrôle le monde. Mais aujourd'hui, qui contrôle l'argent? Est-ce que ce sont les banques centrales? Est-ce que c'est une organisation supra-gouvernementale qui existe depuis des siècles? Ou est-ce une entreprise créée par quelques associés il y a moins de 40 ans? Contrairement à ce que beaucoup pensent, la bonne réponse est la troisième. Mais quelle est cette entreprise qui contrôle plus d'argent que le PIB de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis? Cette entreprise, vous en avez probablement déjà entendu parler, son nom, c'est BlackRock. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une méga corporation américaine qui n'a rien à voir avec vous, vous vous trompez lourdement. BlackRock détient des parts significatives dans des entreprises dont vous consommez les produits au quotidien. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Netflix, Disney, ils sont partout. Pourtant, il y a moins de 40 ans, BlackRock n'existait même pas. Comment, en si peu de temps, une entreprise a pu devenir la troisième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la Chine? Qui se cache derrière le personnage de Larry Fink, le PDG de BlackRock? Finalement, quel est le véritable pouvoir de BlackRock et comment est-ce que vous pouvez y changer quelque chose? BlackRock, le colosse aux pieds d'argile. Avec plus de 9000 milliards d'actifs sous gestion, BlackRock ne se contente pas de participer au marché financier, elle le façonne. Chaque décision prise par cette entreprise ont des répercussions qui dépassent le simple secteur financier ou même les États-Unis. Lorsqu'on connaît une crise financière et sanitaire, à qui la Réserve fédérale américaine fait-elle appel? À BlackRock. Quand le système des retraites français doit être réformé, auprès de qui Emmanuel Macron cherche-t-il conseil? Auprès de BlackRock. Quand l'Union européenne a besoin de conseils pour intégrer des critères ESG dans la réglementation bancaire, vers qui se tourne-t-elle? BlackRock. Quand BlackRock ouvre la bouche, le monde entier écoute. Mais pourquoi? Quelle est cette force qui fait de BlackRock cet oracle qu'on vient consulter pour des décisions qui vont forger le monde de demain? Une partie de cette force réside dans une technologie dont la puissance de calcul dépasse votre imagination. Elle permet à BlackRock de surveiller, de trier et d'analyser des quantités gargantuesques de données financières et extra-financières. Et les données sont l'or du 21e siècle. Mais comme tout excès de puissance, cette technologie a mené à des dérives, pas seulement financières, mais aussi humaines. Des centaines de personnes en ont payé le prix fort en 2017 après la mise en place du projet Monarch, dont on reparlera plus loin dans cette vidéo. BlackRock n'est pas un simple acteur du monde de la finance. C'est un géant qui dicte ses propres règles, un colosse dont les décisions influencent des millions de vies, un oracle qui prédit les tendances futures. Son pouvoir semble sans limite, et rien ne semble pouvoir arrêter BlackRock. Pourtant, dans un monde en constante évolution, les attentes des populations divisent, et répondre aux attentes de chacun devient mission impossible, même pour BlackRock. Quand certains privilégient la rentabilité, d'autres mettent en avant l'impact. Et depuis 2022, BlackRock est sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons. Même les titans ont leur talon d'Achille. L'ESG, force ou faiblesse de BlackRock? Retour au début des années 2000, quand BlackRock prend un virage radical dans sa stratégie. À une période où les consciences écologiques commencent à s'éveiller, BlackRock décide d'intégrer massivement des critères ESG dans son processus d'investissement. ESG signifie environnement, social et gouvernance. En clair, BlackRock considère que l'impact à long terme est tout aussi important que la rentabilité à court terme. On peut par exemple lire sur leur site: BlackRock cherche à offrir à ses clients l'univers le plus vaste possible, pour leur permettre d'aligner leurs placements sur leurs convictions, que ce soit au sujet du changement climatique, de la parité homme-femme au sein des entreprises, ou encore de la juste répartition des ressources naturelles. Mais pourquoi un tel virage? BlackRock ne cherche-t-elle pas à maximiser son profit au détriment de toute considération sociale ou environnementale? L'entreprise se justifie en expliquant qu'elle ne fait que suivre la demande des investisseurs qu'elle sert. Encore sur leur site, on peut lire: la demande en matière d'investissement durable continue de croître, à un taux de croissance 6 fois supérieur à celui des investissements traditionnels. Le monde anticapitaliste se serait donc fourvoyé? BlackRock ne serait que le porte-parole de toute une génération et de son espoir de changer le monde en bien? Ce virage aura deux conséquences pour BlackRock. Le premier, c'est de redorer son blason, un blason terni par des décennies de courses effrénées au profit. Le second, c'est de drastiquement renforcer le pouvoir qu'a BlackRock sur les entreprises dans lesquelles elle investit. Pour intégrer des critères ESG dans son processus de décision, BlackRock va définir un score ESG. Une entreprise avec de bonnes pratiques ESG aura un score faible et sera donc éligible au fonds de BlackRock. A l'inverse, une entreprise avec de mauvaises pratiques ESG aura un score élevé et se retrouvera exclue de ces fonds. BlackRock définit ses propres règles du jeu. Le score ESG est le premier bras armé de BlackRock qui lui donne droit de vie
ou de mort sur toutes les entreprises qui souhaitent intégrer ces fonds. Faire partie des fonds de BlackRock, c'est l'assurance d'un flux entrant de millions de dollars de capitaux. En être exclu, c'est l'équivalent d'être un pestiféré en Europe au XVe siècle. Mais le problème fondamental des critères ESG, c'est qu'ils sont facilement manipulables. Comment une entreprise comme Total, qui émet à elle seule l'équivalent de 2/3 des émissions de carbone en France, peut-elle faire partie des leaders de l'industrie dans les classements des principales agences de notation ESG? Et rassurez-vous, elle n'est pas seule. Orpea, qui malgré de bonnes notes ESG, fut accusée en 2022 de maltraitance dans ses établissements pour personnes âgées. Volkswagen, également bien noté avant que n'éclate le scandale du Dieselgate en 2015, où il a été révélé que la société manipulait les tests d'émissions de ses véhicules diesel. Ou encore en 2019, quand la Poste s'est vue attribuer le meilleur score jamais décerné par l'agence de notation ESG Vigeo Eiris, la même année où un reportage d'Envoyé spécial a dénoncé une vague de suicides au sein de l'entreprise. Toutes ces entreprises ont un point commun, être des championnes du greenwashing. Le greenwashing, c'est le fait de compenser de gros points faibles dans certaines dimensions ESG en forçant des pratiques vertueuses dans d'autres. En plus d'être malhonnête, cette pratique frôle parfois le ridicule. Comme en 2009, quand EDF a lancé une campagne Changer d'énergie ensemble pour promouvoir les énergies renouvelables et lutter contre le réchauffement climatique. EDF a juste oublié de préciser que son budget alloué à la recherche sur les énergies renouvelables ne représentait que 2% du budget total de la recherche et développement du groupe. C'est même moins que le coût de cette campagne de communication. Des voix commencent à s'élever contre le greenwashing, comme celle d'Elon Musk, qui a écrit dans un tweet en 2023 que le S dans ESG signifie satanique. Et celui qui se retrouve à payer les pots cassés dans cette histoire, c'est BlackRock, qui se retrouve accusé de ne pas aller assez loin dans son engagement envers l'ESG. Sauf que dans un monde toujours plus polarisé, les coups de feu viennent de tous les côtés. Aux États-Unis, le berceau de BlackRock, des mouvements anti-ESG commencent à émerger. Ces mouvements remettent au cœur de l'équation l'objectif numéro 1 du capitalisme, le profit. Pour eux, l'ESG ne fait que servir un agenda politique qui finit par desservir les épargnants. En 2023, un des candidats à la présidentielle américaine, Vivek Ramaswamy, crée la Strive Asset Management LLC, un fonds d'investissement qui se base sur une stratégie anti-ESG. La même année, le gouverneur républicain Ron DeSantis promulgue une loi interdisant les fonds ESG dans l'État de Floride. En Arizona, le candidat républicain au Sénat, Blake Masters, a qualifié les scores ESG de menaces existentielles pour l'Amérique. Au milieu de ces débats houleux, BlackRock finit par être qualifié d'entreprise woke, un adjectif souvent utilisé pour qualifier les excès relatifs au militantisme des défenseurs des minorités. BlackRock est accusé de donner trop d'importance aux questions environnementales et sociales et d'oublier son objectif premier, qu'est la génération de profits pour ses investisseurs et les épargnants. Finalement, dans sa course à l'image vertueuse, BlackRock ne risque-t-elle pas de se mettre à dos ses anciens alliés capitalistes? Si d'un côté, l'entreprise s'efforce de se présenter comme un pilier de l'investissement responsable, de l'autre, elle doit jongler avec les critiques, les accusations de greenwashing et les mouvements de résistance. On comprend alors que la bataille que mène BlackRock n'est pas une simple course au profit. C'est une lutte pour l'influence, la crédibilité et surtout l'acceptation. Dans un monde où la réputation compte tout autant que les chiffres, où chaque décision influence des millions de vies, l'enjeu est colossal. Derrière cette façade de puissance inébranlable, BlackRock se retrouve confronté à une réalité complexe. Elle fait face à des défis qui remettent en question sa toute-puissance. Son influence, bien que considérable, n'est pas totale, et l'entreprise doit agir avec beaucoup de précautions. Du moins, c'est ce qu'elle voudrait vous faire croire. Les débats autour de l'ESG monopolisent les médias qui pensent que c'est ici que se joue la véritable force ou faiblesse de BlackRock. En réalité, l'ESG n'est qu'une façade qui détourne l'attention du grand public de la véritable force de BlackRock. Sur les plus de 9000 milliards d'actifs sous gestion de la société, seulement 2,5% prennent en compte des critères ESG. Si BlackRock est devenue la 3e puissance économique mondiale, ce n'est pas pour son engagement social ou environnemental. C'est grâce à son oracle qu'elle vient elle-même consulter pour prendre ses propres décisions. Et je ne parle pas de Larry Fink, mais d'une entité qu'il a lui-même créée. Un oracle, né à la suite d'un traumatisme. Aladdin, ou le génie de BlackRock. Nous sommes en 1983. Larry Fink a 31 ans et devient le plus jeune directeur de l'histoire de First Boston, une des principales banques américaines de l'époque. Et il était déjà considéré comme un gestionnaire de génie. Il rapportait des millions à son entreprise et il était sur la bonne voie pour devenir le numéro 1 du groupe. Larry croit profondément en l'utilisation des ordinateurs et des algorithmes, encore très récents à l'époque, pour guider leurs décisions d'investissement. Sauf qu'en 1986, Larry Fink prit la pire décision de sa carrière.
Après avoir consulté ces algorithmes, il parie cette année-là sur une hausse des taux d'intérêt. Mais c'est précisément l'inverse qui arriva. Cette décision fit perdre à First Boston plus de 100 millions de dollars et coûta à Larry Fink sa réputation et son poste de directeur. Peu de temps après, on réalisera que c'est une erreur informatique, un bug qui fit prendre cette décision fatale à Larry Fink. Traumatisé, Larry Fink est licencié sur le champ. Après le premier véritable échec de sa carrière, il ne se laisse pas abattre. Au contraire, il se met à rêver. Il rêve de créer un algorithme si intelligent qu'il pourrait surpasser n'importe quel ordinateur ou expert humain. Un algorithme si puissant qu'il pourrait repérer avant tout le monde les risques et les opportunités du marché. Alors, en 1988, accompagné d'une petite équipe de codeurs, Larry Fink fonde sa startup BlackRock. Et après des mois de travail acharné et d'une obsession maladive pour l'efficacité, il donne enfin naissance à Aladdin. Ce logiciel de gestion du risque est capable d'absorber des milliards de données pour en tirer des recommandations d'investissement. Ces recommandations optimisent les bénéfices générés et minimisent le risque pris. Les premières années, Aladdin était bancal et ses résultats étaient décevants. Pendant près de 10 ans, Aladdin absorba les moindres informations sur chaque actif, chaque variation de prix, chaque risque du marché. À mesure que BlackRock l'alimentait de milliards de données, Aladdin se renforçait. La pertinence de ces décisions ne faisait que s'améliorer. Dès 1999, Aladdin est qualifié de petit génie des marchés obligataires. La même année, BlackRock est introduit en bourse au New York Stock Exchange et, très rapidement, la startup de Larry Fink devient le géant de la finance qu'on connaît aujourd'hui. La toute-puissance d'Aladdin devient vite indéniable, à tel point que Larry Fink décide de le commercialiser à d'autres entreprises. Décision étonnante à première vue, pourtant ça a été une des meilleures décisions que Larry Fink a jamais prises. En rendant Aladdin accessible au monde entier, il lui offre une source illimitée d'informations. Et plus Aladdin ingurgite de données, meilleures sont ses prédictions. Et qui en profite en premier? Le maître du génie, BlackRock. Les bénéfices que génère Aladdin permettent à BlackRock d'acquérir des parts majoritaires dans d'autres sociétés. Et ces sociétés vont ensuite rendre accessibles leurs données à Aladdin, ce qui va venir encore plus renforcer son pouvoir. Dès 2006, Merrill Lynch, un autre géant de la finance, cède sa filiale de gestion d'actifs à BlackRock. Les années passent et la puissance d'Aladdin ne fait que croître. En 2020, Aladdin gérait plus de 21 000 milliards de dollars d'actifs, dont les 7 000 milliards d'actifs de BlackRock, soit l'équivalent du PIB américain cette même année. L'outil est si puissant que toutes les institutions financières, les banques, les fonds d'investissement se retrouvent obligés de l'utiliser. Même la Réserve fédérale américaine fait appel à Aladdin lors de la crise des subprimes. L'algorithme devient la tête pensante du plan de sauvetage financier des États-Unis, un plan de sauvetage valorisé à plus de 30 milliards de dollars. L'histoire se répète en 2020, lors de la crise Covid, quand le gouvernement américain et la Réserve fédérale se tournent vers Aladdin pour injecter 4 000 milliards de dollars d'argent fraîchement imprimé. Même les banques centrales européennes et japonaises se tournent vers Aladdin pour savoir où placer les 2500 milliards de dollars récemment imprimés. Désormais, le génie ne limite plus ses recommandations au marché obligataire. Et Aladdin, aujourd'hui, contrôle plus de 10% des actifs financiers mondiaux. On comprend alors le cercle vertueux qu'a mis en place BlackRock. Aladdin fait d'excellentes recommandations, ce qui génère des profits. Ces profits sont ensuite utilisés pour acheter des sociétés dont les données viennent renforcer Aladdin. Les recommandations de l'algorithme s'améliorent donc, ce qui génère encore plus de profits. Aladdin est véritablement devenu cet oracle que même les plus grandes institutions, privées comme publiques, viennent consulter. Son pouvoir d'influence n'a plus de limite. Mais comme toute technologie surpuissante, elle vient avec son lot de dérives. Notamment en 2017, quand Larry Fink lança le projet Monarch. L'objectif? Remplacer la quasi-totalité des humains analystes par des robots. Résultat, près de 100 analystes de BlackRock sont licenciés et remplacés par Aladdin. Il ne fait aucun doute qu'après le projet Monarch, nos performances en matière d'investissement se sont améliorées, a déclaré Fink. Pourquoi s'encombrer d'humains? Aladdin n'est jamais fatigué, il ne se met jamais en grève, il ne demande jamais d'augmentation, et il prend de meilleures décisions que 99% des analystes. Après avoir conquis le monde numérique et financier, BlackRock s'attaque à la dernière pierre qui lui manque pour que son contrôle soit total, le monde réel. En 2019, BlackRock rachète le logiciel français eFront qui collecte des données sur absolument tout ce que vous et moi possédons, notamment vos biens immobiliers et vos investissements alternatifs. Une fois le logiciel acheté, Aladdin dévore ces données et apprend tout ce qu'il faut savoir sur le marché de l'immobilier et des investissements non cotés en bourse. Désormais, l'emprise de BlackRock ne se limite plus au système financier, mais s'étend à tous les types d'investissements au monde. En somme, le véritable pouvoir de BlackRock réside en deux points: déceler
édicter, déceler les meilleures décisions d'investissement grâce à son gargantua des temps modernes Aladdin, dicter au monde quoi faire de son argent, où, quand et comment le placer grâce à son pouvoir d'influence. BlackRock écrit sa propre prophétie autoréalisatrice. Ses décisions sont tellement suivies à la lettre que tout ce qu'elle annonce finit forcément par arriver. Mais cette puissance n'est pas incontestable. Elle repose sur une délégation de pouvoir, un consentement tacite de chacun d'entre nous. Quand on se contente de suivre le courant, de s'en remettre aveuglément aux institutions, on alimente cette machine. La clé pour contrebalancer ce pouvoir réside en nous. Il est de notre responsabilité de développer notre esprit critique pour prendre des décisions éclairées vis-à-vis de nos investissements. Pour limiter l'omniscience de géants comme BlackRock, commençons par reprendre en main nos finances. Pour vous émanciper des intermédiaires institutionnels, renseignez-vous comme vous l'avez fait avec cette vidéo. Formez-vous pour devenir autonome dans vos choix d'investissement. BlackRock a beau être un titan de la finance, n'oubliez pas que chaque titan a son point faible. Et dans notre monde moderne, ce talon, c'est le pouvoir individuel et éclairé de chacun. Si vous êtes prêt à investir en 2024, je vous invite à consulter le lien en description. Vous y trouverez ma formation offerte pour vous permettre de reprendre en main vos finances et de commencer à investir intelligemment. C'était Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Putain, le maître du génie! Waouh!